Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous présenter d'une manière un peu particulière, mais au moins de vous les présenter quand même, les éphémérides du mois de septembre 2020. Nous allons, comme d'habitude, comme si nous étions en réunion normale, passer en revue les phénomènes visibles à l'œil nu ou aux jumelles que le ciel nous offrira durant ce mois de septembre. Avant de passer aux éphémérides à proprement parler, revenons quand même sur ces 2 mois d'été un peu particuliers. Mais le ciel, lui, ne s'est pas reposé. Il nous a offert des spectacles exceptionnels. Et probablement le plus exceptionnel de cette année, c'est la comète Neowise dont on a parlé abondamment au mois de juillet. J'espère que vous avez eu l'occasion de l'observer, peut-être à l'œil nu, sans doute aux jumelles, et peut-être même que vous l'avez photographiée. Elle était quand même très 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 brillante. Alors attardons-nous un petit peu sur cette comète. Elle a été découverte en fait récemment, en 2020, et le 27 mars 2020, en plein confinement, par un télescope spatial de la NASA, les télescopes NEOWISE ou WISE pour Wide Field Infrared Survey Explorer. C'est un télescope qui a été lancé en 2009 et dont la vocation est en fait d'observer essentiellement les astéroïdes géocroiseurs, donc des astéroïdes dont l'orbite est susceptible de croiser celle de la Terre. Et nous devons à ce télescope en mars la découverte de cette comète qui, depuis sa découverte, n'a cessé de gagner en brillance et en activité cométaire jusque l'apogée au sens figuré, et c'était en fait le périgée au mois de juillet. C'est une comète qui vient de très loin, qui ne repassera que dans 6952 ans. Elle vient des confins du système solaire, depuis ce lieu qui est qu'on appelle le nuage d'Oort, qui est un, un réservoir à comètes, un vestige en fait des premières heures de la formation du système solaire. Et donc elle est passée au plus près du Soleil, donc c'est le moment où elle avait le maximum d'activité le 3 juillet dernier, et à 103 millions de kilomètres de la Terre. C'était le moment où il est passé le plus près. Donc vous voyez sur cette petite animation la trajectoire de la comète dans le système solaire, le Soleil, l'orbite de Mercure, l'orbite de Vénus, l'orbite de la Terre et l'orbite de Mars. Une jolie figure qui vous montre en fait son évolution dans le ciel, à la fois sa taille et sa position depuis sa découverte. Alors je ne vais pas m'attarder trop longtemps là-dessus, mais vous voyez que c'était le 22 du 7, c'est le moment où elle était effectivement le plus haut dans le ciel sous la Grande Ourse, à la fois la plus brillante et la plus observable. C'était déjà le cas évidemment depuis le début du mois de juillet. Elle a depuis perdu énormément en intensité, elle n'est plus observable qu'à travers de relativement puissants instruments, puisqu'elle s'éloigne du Soleil, donc elle perd en activité cométaire et sa taille apparente diminue aussi, puisqu'elle s'éloigne aussi de nous, et pour l'instant on la retrouve du côté de la constellation de la Vierge. Quelques images de la comète. Voilà, ça c'est une photo que j'ai prise depuis la terrasse de mon appartement, au-dessus de la vallée de la Meuse, à Ivoire. Une image prise au téléobjectif, le 12 juillet. Une image prise le lendemain à la lunette, cette fois la lunette de 72 mm, dans un ciel un petit peu voilé. Et enfin, une image que j'ai eu l'occasion de prendre depuis le ciel de l'Italie, depuis les Dolomites, où j'ai eu la chance de passer une petite semaine, la semaine du 21 juillet. Et donc, sur cette image, prise depuis le sommet du Monte Avena, à 1450 mètres d'altitude, plus ou moins, eh bien, on constate que la comète a développé une seconde queue bleutée, un peu plus ténue que la première, visible, qui est bien visible ici sur la photo. Elle a développé en fait cette seconde queue après son passage au périhélie, et cette seconde queue est constituée de gaz ionisés, contrairement à l'autre queue
qui elle est constituée des poussières et des débris dus à la décomposition du noyau de la comète sous l'action de la chaleur du Soleil. Et donc cette queue tend à s'aligner plutôt avec le champ électrique du vent solaire, alors que cette queue composée de poussière est plus soumise aux lois de la mécanique céleste, à la fois la manière dont le vent solaire la pousse, mais aussi la trajectoire de la comète à proprement parler. Ici dessous, bah, c'est le lieu de la prise de vue. J'étais vraiment seul au monde. C'était assez génial comme nuit, même si les nuages, la météo était extrêmement capricieuse. J'ai bien cru ne jamais pouvoir rien photographier du tout. Un petit time-lapse depuis le ciel belge qui vous montre le déplacement de la comète dans le ciel du soir jusqu'à se coucher derrière les ruines du château de Poil-Vache dans la vallée de la Meuse. Pour faire la transition avec ce qui suit, une magnifique photo réalisée par Thioga Gulon euh, en Auvergne, dans le ciel bien noir de l'Auvergne, du centre de la France. Cet astronome amateur a voulu photographier la comète et, aux surprises, un énorme bolide s'est invité sur la photo. Euh, Ce bolide a presque volé la vedette à la comète. Donc c'est un météore, en fait, c'est un caillou qui s'est consumé dans les hautes couches de l'atmosphère et provoquant cette traînée extrêmement brillante et dont on voit même le changement de la couleur qui tire vers le vert bleuté au moment probablement où le caillou s'est échauffé le plus et s'est fragmenté, voire peut-être a explosé. Cet énorme météore a été visible aussi en Belgique, en Allemagne, en Suisse et même jusqu'aux Pays-Bas. Magnifique image. Ce qui nous amène à d'autres météores, ce sont les Perséides. Comme chaque année, elles ont enchanté le ciel doux. Cette année, c'était le pic d'activité des Perséides était le 12 août. Le corps parent, donc la comète dont nous traversons, dont la Terre traverse le sillage au moment de l'activité des Perséides, entre le 17 juillet et le 24 août, eh bien, c'est la comète 109P Swift-Tuttle, dont vous voyez l'orbite ici. Voilà. La période de cette comète est de 133,28 années et elle est passée au périhélie pour la dernière fois en 1992, le 11 décembre. À l'occasion des Perséides, eh bien, Roland a organisé chez lui deux soirées d'observation assez exceptionnelles, dont je vais vous parler rapidement ici, parce qu'elles étaient très particulières. En cette période elle-même particulière, l'observation directe, comme on l'a fait vendredi passé, dans un oculaire de télescope pour 25 personnes, est vraiment très compliqué à organiser. Les oculaires doivent être désinfectés. C'est vraiment, ça réclame une très grande discipline. C'est vraiment compliqué à organiser quand on n'est pas en petit comité comme on l'avait fait, comme on l'était nous vendredi passé. Là, chez Roland, on a pu observer le ciel au travers d'un télescope sans aucune mesure sanitaire spéciale, en dehors évidemment du respect des gestes barrières, des distances, etc. Et cela fut rendu possible grâce à un nouveau télescope que Roland a acquis. Et c'est un télescope un peu révolutionnaire dans son concept. C'est un télescope développé par Unistellar, une start-up franco-américaine. Ce télescope porte le nom de EVscope. Il s'agit en fait d'un télescope de Newton dans lequel le miroir secondaire a été remplacé par une caméra, un capteur très sensible, Sony, et ce capteur est lui-même raccordé à un mini-ordinateur intégré dans le télescope. Et ce mini-ordinateur traite les images en temps réel comme on le ferait en astrophotographie. Il fait notamment du compositage d'images, c'est-à-dire qu'il empile des images acquises grâce à des temps de pause plus ou moins longs
pour révéler en fait des objets du ciel profond très très faibles ces images peuvent être observées soit dans un petit viseur électronique qui se trouve à l'emplacement où se trouve normalement un oculaire sur un télescope optique classique, soit à travers un point d'accès Wi-Fi qui lui aussi est intégré au télescope, point d'accès sur lequel on peut connecter un smartphone ou jusqu'à 10 smartphones actuellement en fait, et par l'intermédiaire d'une petite application téléchargeable, eh bien on peut voir en temps réel sur son téléphone directement ce que le télescope voit, le résultat du traitement, de la capture et du traitement des images de ce télescope. Et donc c'est cette expérience assez exceptionnelle qu'on a pu faire, installer chacun bien tranquillement dans la pelouse, à distance respectable, chacun sur notre smartphone, et on a pu faire ensemble, en même temps, une observation en temps réel, ou quasiment en temps réel. Et donc, ben voilà, ça donne des choses comme ceci. Ça, c'est une image de M13. Donc, ça, c'est une image qui vient de mon smartphone. Donc, là, c'est la main d'Hercule, bien sûr, M13. Ou ceci, la nébuleuse de l'Altair ou nébuleuse Dumbbell. Euh, alors, ce qui est assez remarquable, c'est que, vous voyez, en 84 secondes de pause, eh bien, on commence à la voir en couleur, ce qui n'est pas possible même dans un gros télescope purement optique. La lumière qui nous arrive de cet objet n'est pas suffisante que pour nous permettre de le voir en couleur. Et évidemment, ce n'est pas la même expérience que de voir réellement l'objet à travers un oculaire, mais c'est quand même quelque chose de tout à fait inédit et très intéressant, d'autant plus par les temps qui courent. Voilà, je voulais vous faire part de cette petite expérience. Nous en venons maintenant au ciel de septembre avec les planètes. Mercure ne sera pas vraiment observable ce mois, bien que présente dans le ciel du soir, mais elle se couche seulement 40 minutes après le Soleil à la fin du mois, et elle restera trop basse au-dessus de l'horizon ouest pour être vraiment observable, trop basse et trop baignée dans la lumière du crépuscule. À l'inverse de Mars, qui elle euh, est immanquable dans le ciel, elle va retenir toutes nos attentions pendant les semaines qui viennent. Pour l'instant, elle est dans les poissons. Elle se lève 2 heures après le coucher du soleil et ce sera moins d'1 h 30 à la fin du mois. C'est désormais la vedette des nuits de septembre et d'octobre, où dès la fin du mois de septembre, elle brillera plus que Jupiter. Sa magnitude atteindra moins 2,6. Le 13, évidemment, octobre, elle sera à l'opposition. Nous en reparlerons et bien évidemment dans les éphémérides du mois d'octobre. Le 9, elle va entamer un mouvement rétrograde dans le ciel, presque un mois avant son opposition. Alors le mouvement rétrograde, eh bien, donc je vous rappelle très rapidement ce que c'est. C'est dû au fait que les planètes, plus une planète est proche du Soleil, plus elle tourne vite autour du Soleil. C'est la loi des airs, la deuxième loi de Kepler qui nous enseigne ça. Et donc dans leur course autour du Soleil, eh bien, la Terre à un moment donné dépasse Mars. C'est à peu près le moment de l'opposition, évidemment, c'est le moment où elles sont les plus proches les unes des autres. Et vu de la Terre, eh bien, ça provoque ce mouvement bizarre, cette boucle de rétrogradation. Avant, la planète semble d'un jour à l'autre se déplacer vers l'ouest avant de repartir vers l'est tout à fait normalement. C'est vraiment le moment de l'opposition et le moment où la Terre la dépasse dans sa course autour du Soleil. Et une petite image ici prise au smartphone après un restaurant dans ma bonne ville de Namur. Elle tenait compagnie à une gibbeuse décroissante, une petite image prise au-dessus de la Sambre, non loin du Grognon. Et ça, c'est la simulation Stellarium de la configuration exactement à ce moment-là. Saturne, toujours bien observable dans le ciel, même si le meilleur moment, pour elle, est passé, puisqu'elle était à l'opposition le 20 juillet passé. Elle tient compagnie à Jupiter, comme ça a été le cas tout l'été, comme ça va encore être le cas de plus en plus même par la suite, dans le Sagittaire. Et on peut l'observer maintenant à une bonne quinzaine de degrés au-dessus de l'horizon sud-sud-est en début de soirée.
Elle se couchera en milieu de nuit à la fin du mois. Sa magnitude sera alors de 0,5 et sa taille apparente qui diminue puisqu'elle s'éloigne de la Terre. Elle sera de 17 secondes d'arc pour le disque et 39 secondes d'arc pour les anneaux. Vénus, c'est le matin qu'on peut l'observer. Pour l'instant, elle brille à l'aube très haut dans le ciel grâce au fait que l'écliptique se redresse le matin à l'approche de l'équinoxe d'automne. Ça lui permet donc de culminer très haut dans le ciel. Comme son éloignement apparent du Soleil est important, c'est ce qu'on appelle son élongation. Son élongation est de 44 degrés. Elle se lève pour l'instant 4 heures avant le Soleil dans la constellation des Gémeaux et ce sera 3h30, donc on perdra donc une demi-heure à la fin du mois où elle sera encore pourtant 20 degrés au-dessus de l'horizon est au lever du jour. Elle est dans le Cancer et elle visitera d'ailleurs l'amas de la ruche ou de la crèche dans le Cancer le 13. Et puis elle passera dans la constellation du Lion à partir du 22. Jupiter dans le Sagittaire, tout comme Saturne, elle culmine actuellement au méridien en début de soirée et elle se couche en seconde partie de nuit. Elle est passée, elle, à l'opposition le 14 juillet. Le 30, donc elle se couchera en milieu de nuit et un peu comme Mars, eh bien, elle a également un mouvement rétrograde, une boucle de rétrogradation et elle termine sa boucle de rétrogradation le 13 de ce mois et donc elle va repartir vers l'est et elle va aller littéralement à la rencontre de sa voisine dans le ciel. Elle va se rapprocher un peu plus chaque jour de Saturne jusqu'à former une conjonction absolument magnifique et immanquable. En tout cas, j'espère qu'il ne fera pas couvert ce jour-là. Le 21 décembre, nous en reparlerons. Elles seront vraiment collées l'une à l'autre dans le ciel, euh, aux jumelles ou dans un petit instrument. Ça va donner un spectacle exceptionnel avec un ballet de lune. C'est vraiment un spectacle qu'il ne faut pas rater parce qu'il ne se reproduira que dans 80 ans. Nous en reparlerons bien sûr. Un petit mot d'Uranus qui est à la limite de l'observation à l'œil nu. Il faut vraiment un très bon ciel et une très bonne vue pour la voir, mais je la mentionne quand même parce que pour l'instant elle culmine très haut dans le ciel, dans le Bélier, voilà la constellation du Bélier, Uranus, et sa magnitude est de 5,7, donc à la limite de la visibilité à l'œil nu. On dit traditionnellement qu'en dessous de 6 on peut théoriquement voir à l'œil nu un objet. Tout dépend évidemment de l'observateur et surtout de la qualité du ciel. Le traditionnel calendrier lunaire, donc mercredi c'était la pleine lune, la nouvelle lune ce sera pour le 17 et le 1er octobre sera le théâtre d'une pleine lune. Comme chaque fois, eh bien, les courbes qui vous montrent en fait la hauteur de la Lune dans le ciel au fur et à mesure du mois. Pour notre latitude, eh bien, il faut imaginer ici une courbe entre les 45 et 55, puisque nous sommes à 50 degrés de latitude nord à peu près. Et donc voilà l'évolution de la hauteur dans le ciel de la Lune au fur et à mesure du mois. Les conjonctions intéressantes à observer, il y en a pas mal. Il y avait ce week-end, le 6 en fin de nuit, jusqu'au lever du soleil, la lune gibbeuse décroissante, bien brillante, en conjonction avec Mars, qui est aussi bien brillante, tout ça dans la constellation des Poissons. Et juste après le lever du soleil, elles étaient séparées de seulement 0,1 degré. J'ai l'occasion de photographier le phénomène, je vous montrerai ça au mois d'octobre. Voilà. Dans la nuit du 8 au 9, la Lune va se promener en triade et pléiade dans la constellation du taureau. Les pléiades sont là. À voir également du 9 septembre jusqu'au 13 au petit matin,
Vénus qui va se trouver dans la constellation du Cancer, qui est ici, voilà, et elle va s'approcher d'un amas ouvert très, très connu et très beau à observer, qui est l'amas de la Crèche ou l'amas de la Ruche, qui se trouve donc dans le Cancer. C'est un amas d'étoiles ouvert qui se trouve à 594 années-lumière de nous et qui est âgé de 730 millions d'années et qui serait a priori de même origine que l'amas des Hyades. Euh, et Vénus et l'amas de la Crèche vont donc tenir dans le champ de jumelles, donc dans un champ d'à peu près 6 degrés pour des jumelles 10 par 10 par 50, durant toute cette période. Le plus grand rapprochement de Vénus avec l'amas de la Crèche, eh bien, ce sera pour le 13 au matin, elle sera à 2 degrés et demi de l'amas de la Crèche. Le 9, eh bien, nous avons un petit essaim de, de météores, ce sont les Epsilon Perséides de septembre, dont le radiant se trouve donc dans la constellation de Persée, qui est ici, voilà. Et c'est un petit essaim dont l'activité est relativement modeste et dont l'origine est mal connue. On pense que c'est une comète à longue période, mais qui n'a pas été identifiée. Elles ne sont pas très nombreuses, mais elles sont très brillantes, très rapides. Elles rentrent dans l'atmosphère à 64 km par seconde en moyenne. Le taux n'est pas très important, c'est 5 par heure en moyenne également. Et la période d'activité s'étend pendant une bonne partie du mois de septembre, du 5 au 21. La lune gibbeuse décroissante qui se lève dès 23 heures n'est pas très favorable à l'observation du pic attendu en fin de nuit le 9 cette année. Nous retrouvons Vénus et l'amas de la Crèche dans le Cancer. Et cette fois, ben, nous la retrouvons en compagnie de la Lune, d'un mince croissant de Lune descendante. C'est un très beau spectacle puisqu'elles vont encadrer littéralement l'amas de la Crèche le 14 en fin de nuit. Le 22, vous pourrez observer la Lune au-dessus de Antares, l'étoile la plus brillante de la constellation du Scorpion, dont on voit la pince ici. Antares, étoile rouge, géante, super géante rouge, très brillante, bien connue. C'est donc Alpha du Scorpion, à observer avec la Lune le 22. Un autre petit essaim de météores avec un taux horaire moyen relativement modeste. Elles peuvent persister relativement longtemps dans le ciel. Elles rentrent dans l'atmosphère à une vitesse de 29 km par seconde. Ce sont les Piscides. Le maximum intervient aux alentours du 22 septembre. Et donc, comme son nom l'indique, eh bien, le radiant se trouve dans la constellation, pas très brillante, mais très grande dans le ciel des Poissons, que voici. L'équinoxe d'automne sur Terre, cette année, aura lieu le 22 septembre, exactement à 13h30 temps universel. Donc c'est le moment où on se trouve dans cette conjonction par rapport au Soleil. Et donc c'est le moment où le Soleil, dans sa trajectoire sur le plan de l'écliptique, coupe le plan de l'équateur céleste, donc de l'équateur, le prolongement de l'équateur de la Terre. Donc nous sommes ici, c'est l'équinoxe d'automne, c'est ce qu'on appelle le nœud descendant, le nœud ascendant qui se produit au moment de l'équinoxe de printemps, enfin, où le Soleil passe par ce nœud, par ce point précis lors de l'équinoxe de printemps, s'appelle le point vernal. Alors, ben,
si vous regardez Jupiter aux jumelles le 24 en début de soirée, on agrandit l'image, on l'agrandit, on l'agrandit, on l'agrandit, et là, aux surprises, eh bien, on découvre que le 24, donc en début de soirée, mais aussi le 25 après 22h30, eh bien, les quatre lunes galiléennes de Jupiter seront euh, alignées dans leur ordre naturel à l'est de la géante. Voilà, revoici l'animation. Et voici une vue un peu plus agrandie. Donc nous avons Io, Europe, Ganymède et Callisto. Le 25, eh bien, vous avez une lune gibbeuse croissante qui sera en conjonction avec Saturne. Jupiter n'est pas loin, et vous reconnaissez ici le Sagittaire, la constellation du Sagittaire. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis impatient de vous retrouver, j'espère en chair et en os, au mois d'octobre pour notre prochaine réunion.